à toutes et tous à cette webconférence du programme Septembre Turquoise, donc que nous lançons avec mon réseau Cancer Gynéco. Alors, qu'est-ce que Septembre Turquoise? C'est le mois de sensibilisation au cancer gynécologique. Alors, les cancers gynécologiques, c'est tous les cancers qui concernent l'appareil génital de la femme, c'est-à-dire le col, l'endomètre, l'utérus, les ovaires, et puis plus rarement le vagin et la vulve. Alors, c'est moins connu qu'Octobre Rose. C'est pour ça, justement, qu'avec Laure et mon réseau Cancer Gynéco, tout le réseau, nous attachons une importance particulière depuis 3 ans à faire connaître ces cancers, ce mois de sensibilisation, et d'offrir une place, un lieu d'échange, de partage, et puis aussi de compréhension autour de ces cancers. Alors, ce programme, cette année, va être constitué de 4 webconférences qui va avoir un panel assez large depuis la compréhension. Donc, il y aura une webconférence dédiée au traitement, à la chirurgie, et puis des webconférences plus pratiques pour comprendre et puis mieux vivre, comme celle de ce soir sur l'astomie et la chirurgie, et des webconférences aussi, une webconférence dédiée à la prévention, car il y a des cancers gynécologiques qui peuvent être évités grâce à la prévention. Donc voilà, ce soir, nous sommes donc entourés pour cette thématique sur l'astomie par le docteur Las. Docteur Las, donc vous êtes chirurgien cancérologue à l'Institut Curie à Paris. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Nous sommes avec Madame Cadeau. Donc Madame Cadeau, vous êtes infirmière comathérapeute, c'est-à-dire que vous aidez les patients dotés d'une stomie, qu'on appelle patients stomisés, à mieux vivre, à s'occuper et à mieux, vous allez nous l'expliquer d'ailleurs, mieux gérer leur stomie au quotidien. Et puis Corinne, alors Corinne, tu es multicasquette, c'est Laure qui l'a dit avant la webconférence, c'est-à-dire que donc, tu es patiente du réseau Mon Réseau Cancer Gynéco, tu es aussi co-responsable de ce réseau et tu es aussi patiente partenaire, et donc ça nous expliquer ce que c'est que les patients partenaires. Donc je vous souhaite à toutes et peut-être tous une très bonne webconférence et je passe la parole à Laure. Donc bonsoir et bienvenue. Alors essentiellement à toutes, je pense, puisqu'évidemment les cancers gynécologiques s'adressent aux femmes. Il y a peut-être aussi des proches qui nous écoutent parce que une autre réalité, c'est que les cancers gynécologiques, en fait, on en parle peu, on se pose beaucoup de questions. Donc on accueille peut-être ce soir quelques hommes, des compagnons de patientes, des fils qui veulent aider leur maman. Et puis finalement cette idée de tous ensemble briser un peu les tabous autour de ces cancers gynéco. C'est vrai que depuis donc 2019, notre réseau, mon réseau cancer gynéco existe et avec le temps et avec Corinne, donc qui en est co-responsable, on voit combien notamment ces chirurgies sont des chirurgies qui font peur, qui sont lourdes. On connaît pas forcément si bien que ça l'intimité de son corps de femme. Et finalement, quand on est malade, on se pose pas mal de questions. Donc l'idée ce soir, c'était de voir avec le docteur Las, effectivement, qu'on ait des grandes idées sur les différents types de chirurgie en fonction des différents types de cancers gynéco, parce qu'il y en a plusieurs. Et on s'est intéressé aussi à quelque chose qui fait souvent assez peur, c'est que parfois dans certaines situations, on peut avoir besoin d'une poche. Et on va creuser cette idée ce soir parce qu'on a beaucoup travaillé avec Corinne et les patients de notre association sur cette question-là. Voilà, donc sans plus tarder, je vais donner la parole à Corinne qui va nous apporter donc son éclairage. Et après, donc on a la chance d'être très bien entouré pour mieux comprendre. Et on vous rappelle aussi que cette soirée est bien entendu enregistrée et donc vous pourrez retrouver le replay sur nos réseaux par la suite et tout au long de l'année. Bonne soirée. Bien, merci et bonsoir à toutes et à tous. J'espère qu'il y aura aussi des proches qui pourront nous écouter, qui seront intéressés par ces échanges. Je suis très contente de participer à ce moment et je voulais donc dans un premier temps vous expliquer un petit peu mon parcours. Étant devenue patiente partenaire depuis 2 ans et intégrée donc patient en réseau avec la partie plutôt gynécologique il y a 3 ans.
Pour revenir donc à mon histoire, si je peux dire, c'est que j'ai eu 2 cancers gynécologiques. Et donc, je voulais juste revenir. Donc, sur mon parcours, en 2007, en fait, j'ai eu un premier cancer gynécologique du col de l'utérus et avec donc un protocole très long qui est radio, chimio, plurithérapie et chirurgie. Et en 2019, j'ai eu une récidive, mais c'était un cancer rare qui est du fond vaginal. Donc ça, c'était assez particulier, je ne m'y attendais pas du tout, qui a été découvert après un frottis. Lors de ce deuxième protocole, en fait, il y a eu la pose d'une stomie et après une remise en continuité. Donc ça, je vous donne dans les grandes lignes. Après, on va un peu plus rentrer dans le détail. À la base, en fait, donc je vais plutôt me concentrer sur le deuxième cancer. À la base, le chirurgien m'avait dit, bon, madame, il est probable que après la chirurgie, après l'opération, pardon, vous portiez une poche. Alors dans ma tête, je m'étais dit une poche d'urine. Et au réveil, c'était vraiment un gros choc, puisque je ne savais pas ce que c'était, et j'ai vu quelque chose sur mon ventre d'énorme, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc je suis passée par des moments de grosse colère et d'incompréhension, et je ne savais pas ce que c'était qu'une stomie. Donc qu'est-ce qu'il a fallu que je fasse? Beaucoup de questionnements aux soignants, aux soignantes, à la fois aux infirmières. Beaucoup d'infirmières étaient présentes, et aussi le chirurgien est revenu, il m'a fait expliquer en fait. Et donc une fois que ça m'a été expliqué, c'était un peu plus simple pour moi de le comprendre, même si j'ai resté dans ma colère. J'ai mis un petit peu de temps à digérer ça. J'ai mis à peu près 3 mois à digérer cette colère, mais j'ai cherché aussi des moyens de l'accepter. Donc je suis restée un peu plus de 2 semaines à l'hôpital, et quand je suis rentrée à la maison, j'ai eu de la chance d'avoir des infirmières à domicile qui venaient tous les jours. Et donc, c'est là que j'ai pu travailler sur comment l'accepter, comment l'entretenir, comment vivre avec, comment m'habiller avec, etc. Donc, il y a eu beaucoup de choses, de questions que je me suis posées, et je vais vous les citer après. Mais elles ont été vraiment très, très à mon écoute, et elles ont bien compris que j'étais encore en colère et que je voulais plus voir de cette poche. Je ne savais pas ce que c'était. Et donc, elles m'ont expliqué, elles m'ont aussi calmée, et elles m'ont fait beaucoup de bien. En symbolisant en fait la stomie. Et je vais vous expliquer ici ce que c'est, et vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Alors, en fait, comme ça me dégoûtait, la poche, c'était les infirmières qui sont occupées de la nettoyer, de l'entretenir. Et avant la remise en continuité, il y a une infirmière qui m'a fait un clic, une infirmière qui m'a dit, oh là là, mais Corinne, mais ta stomie, elle est tellement belle, on dirait une rose. Je l'ai regardé, je lui ai dit, attends, tu me dis quoi là, une rose? Non, en fait, ça, c'est moche. Et, et donc, comme il y a eu déjà beaucoup de cicatrisation, je me suis dit, allez, je vais regarder quand même. Et quand j'ai regardé, c'est là que j'ai eu un déclic. Je me suis dit, c'est vrai que c'est magnifique. Et j'ai commencé à partir de là à l'accepter. Après, j'ai eu des rendez-vous avec le chirurgien et il m'a dit, vous allez faire une remise en continuité. Donc, je ne savais pas non plus ce que ça voulait dire. Il m'a expliqué. Et là, j'étais moins en colère, j'avais pas le diagnostic. J'étais en phase, plus en phase de diagnostic. Donc, mes émotions étaient différentes. J'étais plus patiente sous tous les termes. Patiente, c'est-à-dire, je prenais mon calme, je le disais au fur et à mesure. Et patiente, comme j'étais hospitalisée et soignée et traitée par un établissement de soins. Et donc, il faut dire aussi que j'ai eu beaucoup d'appels aussi de l'hôpital pour vérifier mon état de santé, le suivi, comment j'allais, etc., quelles étaient les conséquences de la stomie, parce qu'il y a eu de nombreuses conséquences, qu'elles soient physiques, mentales, psychiques. Donc ça, et heureusement que j'ai eu des rendez-vous aussi à distance, mais avec d'autres soignants. Alors, j'ai cherché pendant ces quelques mois, comment vivre avec. Donc je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit comment je vais m'habiller, comment je vais manger, parce qu'il y avait des choses que mon corps rejetait. Il y avait des aliments que j'aimais que mon corps refusait de manger, comme le soja, les haricots verts. Il y a eu beaucoup de choses que je n'arrivais plus à consommer. Et ça me faisait beaucoup mal au cœur, parce que manger, j'adore. Je pensais aussi beaucoup je me suis dit comment je vais faire pour l'alimentation.
Parce que si je me nourris pas, je vais peut-être tomber malade encore, plus avoir de force. Enfin bon, bref, j'étais un peu obsédée par pas mal de craintes. Et je me suis dirigée vers une oncologue nutritionniste au sein de l'établissement dans lequel je suis suivie. Donc voilà, pour vous dire que la première étape, il y a eu pas mal de suivi des soignants. Après, au niveau de la remise en continuité, je me suis dit comment ça va se passer au niveau intestinal. C'était une des questions, je vais les reprendre avant de passer la main à la chirurgienne. Mais ce que je voulais juste vous dire, c'est que j'avais très peur des conséquences. Et au niveau intestinal, ça a été quand même assez complexe. Parce que c'était des constipations, des diarrhées qui s'enchaînaient et des diarrhées inopinées, donc c'était assez compliqué au quotidien. Heureusement, l'oncologue nutritionniste m'a beaucoup aidée. Et j'ai été suivie aussi par une infirmière stomathérapeute au sein de l'établissement qui m'a aussi donné des conseils, qui m'a calmée, qui m'a dit, entre autres, si tu as des diarrhées, si tu as peur, si tu sens que ton ventre est vraiment très ballonné, tu peux prendre un cachet, je ne citerai pas les noms des médicaments, mais un cachet pour anticiper et faire plutôt de la prévention. Et ça m'a beaucoup aidé à avancer. J'ai aussi fait la démarche d'aller voir une kinésithérapeute spécialisée en oncologie. Il n'y en a pas beaucoup, mais elle m'a beaucoup aidée avec des massages intestinaux. Et ça m'a calmé beaucoup aussi au niveau de mes repas. Donc j'ai intégré tous les jours un aliment nouveau pour justement voir si mes intestins l'acceptaient ou pas. Et au fur et à mesure, je me suis dit, ça je peux manger, ça je peux plus. Et j'ai fait du tri. Et depuis, j'ai cherché beaucoup de solutions et j'ai fini par accepter la stomie, la remise en continuité, les conséquences et aussi les cicatrices, quelles que soient les modifications de mes organes et les troubles intestinaux. J'ai accepté et ça m'a pris quelques mois grâce aussi à un accompagnement psychologique parce que j'ai une psychologue clinicienne qui m'accompagne et donc c'est très important pour moi. Et enfin, pour finir, je voulais juste revenir sur les questions que je me suis posées pendant et après la stomie. Alors, comment mes intestins vont la supporter, la stomie, avant et après? Comment va devenir mon corps, mon ventre, ma taille? Est-ce que je vais pouvoir changer ou améliorer mon alimentation? Quels seront les professionnels qui pourront m'aider après la remise en continuité? Comment vais-je la gérer au niveau cognitif, au niveau mental, au niveau psychique? Et est-ce que ça va arrêter une fois pour toutes les récidives? Beaucoup de questions pour lesquelles je n'ai pas forcément des réponses. Merci beaucoup, Corinne. Donc maintenant, alors merci déjà pour ce panorama de prise en charge pluridisciplinaire entre la stomathérapeute, le chirurgien, le psychologue. Donc tout ça, c'est des choses qu'on va évoquer ensemble au cours de cette webconférence. Et puis, effectivement, il y a plein de termes que tu as employés, la remise en continuité, les différents types de stomie auxquels tu t'attendais pas forcément. Donc, c'est le docteur Las qui va nous permettre de nous clarifier tout ça et nous expliquer les différentes stomies, pourquoi une stomie, pour qui, etc. Bonsoir à tous et merci beaucoup de m'avoir invité pour cette soirée sur les dérivations et les stomies. Merci pour ce témoignage aussi parce que quand on est médecin, parfois on n'a pas ce genre de retour et donc ça nous fait aussi voir un peu quelles sont les préoccupations des gens et c'est toujours intéressant. Et je pense que je vais y revenir. Donc ce soir, je vais vous parler moi un peu plus de l'aspect pratique, technique de la stomie, en essayant de rester un peu au grand public quand même, parce qu'il le faut. S'il y a des questions, vous n'hésiterez pas. Alors, donc en pratique, qu'est-ce qu'on inclut dans les cancers gynéco? On va vraiment partir de la base. Les cancers gynéco, déjà c'est le cancer de l'utérus. Et par utérus, il y a deux cancers au niveau de l'utérus. Il y a le cancer de l'endomètre, que vous avez ici en haut à gauche, qui est la muqueuse de l'utérus, le papier peint qui recouvre l'intérieur de l'utérus, et le cancer du col de l'utérus, qui est cette petite partie en bas que vous voyez ici, qui sont deux cancers du même organe, l'utérus, mais qui sont extrêmement différents. On va y revenir un petit peu par la suite. Il y a également le cancer de l'ovaire, que vous voyez en haut à droite, qui est donc un cancer de l'ovaire, dont, et ça va être très important pour la suite, le mode de dissémination d'extension principale
ça n'est pas de donner des métastases qu'on appelle des métastases, c'est-à-dire une dissémination au niveau des os, du foie, des poumons. Non, pas du tout. Lui, il envoie des petites parties de lui-même, des petits nodules autour de lui, sur la cavité péritonéale et sur les organes autour de lui. Et ça va avoir son importance pour la suite. Et enfin, un cancer un peu plus rare dont on parle peu. Alors on l'avait un peu évoqué avec la présentation d'avant, le cancer de la vulve et du vagin. C'est des cancers un petit peu plus rares, mais qui font partie des cancers gynéco. Cancer du sein, on l'assimile parfois au cancer gynéco, mais c'est pas un cancer gynéco stricto sensu. Alors, je vais revenir un petit peu sur chacun de ces cancers-là, parce que ça va être important pour aborder ensuite les dérivations de l'estomie. Le cancer de l'endomètre, ou ce qu'on appelle le cancer du corps de l'utérus, c'est le premier cancer gynéco, le plus fréquent. C'est le 4e même cancer chez la femme, après le sein, le côlon et le poumon, le sein étant de loin le plus fréquent. Il a pour facteur de risque traditionnellement le surpoids, l'obésité, le diabète, mais on peut bien entendu le voir survenir sur d'autres terrains. L'âge moyen est de 68 ans, donc c'est pas un cancer de la femme très jeune, sauf quand c'est génétique, ça peut l'être parfois. On le découvre souvent sur des patientes qui sont ménopausées, qui se mettent à saigner, donc c'est un cancer qui est plutôt... Donc qu'on dépiste plutôt très tôt en fait. On n'a pas souvent des stades avancés parce que c'est des patientes qui ont des symptômes qui sont parlants, c'est-à-dire qu'elles ne saignaient plus depuis 10-20 ans, elles se mettent à saigner, donc elles consultent assez vite et souvent on se rend compte à des stades assez précoces. Voilà, donc c'est ce que je dis, découverte souvent précoce. Comment est-ce qu'on traite un cancer de l'endomètre? C'est assez simple, c'est de la chirurgie, il faut enlever l'utérus. D'accord, l'utérus est malade, on enlève l'utérus, on enlève les ovaires en passant sur ces patientes qui sont souvent ménopausées, et ensuite on peut y adjoindre de la radiothérapie ou de la chimiothérapie, mais dans les stades un petit peu plus avancés. Donc voilà un petit peu pour le cancer de l'endomètre. Le cancer du col maintenant, qui est l'autre cancer de l'utérus qu'on trouve. Alors là, c'est complètement différent donc, du cancer de l'endomètre. C'est le même organe, deux cancers et deux cancers qui sont diamétralement opposés. Là, c'est un cancer de la femme jeune, le cancer du col de l'utérus. C'est un peu mon cheval de bataille parce qu'on a maintenant la vaccination anti-HPV qui est arrivée il y a une petite quinzaine d'années maintenant. Le cancer du col de l'utérus est dans 99% lié à un virus, le papillomavirus, d'accord, pour lesquels on a un vaccin. C'est un cancer qui, à notre sens, ne devrait plus exister et pourra un jour ne plus exister, on l'espère, grâce à la vaccination. Donc, il faut vacciner, on y reviendra, mais il faut vacciner. Le mode de découverte, c'est souvent les saignements, puisque en particulier pendant les rapports, puisque la pénétration vaginale va venir frotter, taper un petit peu sur cette lésion au niveau du col. Et alors, comment ça se traite? Donc, le dépistage et bien entendu, la vaccination et le dépistage sont les pierres de voûte de ce cancer-là. Et comment est-ce que ça va se traiter? Eh bien, ça va dépendre de la taille. En gros, le cutoff qu'on prend, c'est environ 4 cm, d'accord? On dit que moins de 4 cm, on va pouvoir opérer, d'accord? Et je vais revenir sur ce qu'on va faire. Au-delà de 4 cm, c'est trop compliqué pour opérer, c'est trop délabrant. Les gestes qu'on va devoir faire au niveau chirurgical vont être vraiment trop morbides. Et on privilégiera la radiothérapie et la chimiothérapie. Et on n'opère pas, même à la fin. C'est-à-dire qu'on fait de la radiothérapie qui est très efficace et on n'opère pas. La chimiothérapie, dans ce cadre-là, a plus vocation à affaiblir les cellules et à les rendre sensibles à la radiothérapie qu'à être un vrai part du traitement. Et donc, pour les moins de 4 cm, on va opérer. Et là, on va faire ce qu'on appelle des hystérectomies, c'est-à-dire l'ablation de l'utérus. Mais elles ont une petite particularité, c'est qu'elles sont élargies. C'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne une petite collerette de vagin, c'est-à-dire qu'on descend un tout petit peu plus bas, vous voyez, puisque la tumeur est là. Si on veut une marge de sécurité, on prend un petit peu plus bas. Donc, c'est ce qu'on appelle une hystérectomie élargie. On peut compléter également avec de la radiothérapie dans ces cancers-là. Dans certains cas, je vais y venir assez vite, mais c'est juste pour la culture générale, c'est pas notre sujet. On peut garder l'utérus dans les cancers du col, essayer de préserver la fertilité chez ces patientes souvent jeunes. Vous voyez, la moyenne d'âge, c'est 40-50 ans. Ça veut dire qu'il y en a finalement autant avant qu'après. Et c'est pas rare d'avoir des trentenaires avec ce genre de cancer, donc on peut parfois préserver la fertilité. Le cancer de l'ovaire maintenant, donc qui est un cancer beaucoup plus rare, mais beaucoup plus sérieux, beaucoup plus grave que l'endomètre en particulier. Le 9e cancer chez la femme, le 5e en mortalité. C'est un cancer qui survient souvent chez la femme ménopausée, sauf contexte génétique. Vous avez peut-être entendu parler des mutations en particulier BRCA1, BRCA2, qui ont été démocratisées en particulier grâce à Angelina Jolie, qui est porteuse de cette mutation et qui s'est fait enlever les ovaires et les seins. Voilà, donc hors cadre génétique, c'est plutôt un cancer de la femme un peu plus âgée. Le problème majeur de ce cancer-là,
c'est que c'est ce que je vous ai expliqué, le mode de dissémination va être d'envoyer des nodules autour de lui et les symptômes sont souvent très tardifs et très peu spécifiques, c'est-à-dire un peu de ballonnement, mais qui n'en a pas, un peu de constipation, mais qui n'en a pas, et on s'en rend compte souvent trop tard. C'est ce qu'on appelle communément la carcinose péritonéale, c'est-à-dire ces petits nodules verts que vous voyez là en haut et qui sont déposés partout sur les organes. Et c'est très important parce que comment est-ce qu'on va traiter le cancer de l'ovaire? On va le traiter par chirurgie et chimiothérapie, dont l'ordre dépend. Est-ce qu'on commence par la chirurgie ou est-ce qu'on commence par la chimiothérapie? Par notre capacité à retirer l'ensemble des nodules verts que vous voyez. C'est-à-dire que si il faut retirer la moitié du foie et l'estomac, on considérera que par exemple la patiente n'est pas opérable. On commencera par la chimiothérapie et on l'opérera dans un second temps quand la chimiothérapie aura enlevé les nodules verts. Et par contre, si les nodules sont placés sur des organes qu'on peut retirer, et l'intestin en fait partie, on va faire la chirurgie en premier, on complétera par de la chimio. Donc c'est très important parce que vous voyez, on commence à parler de l'intestin, qui va être le sujet de ce soir. La chirurgie est souvent lourde et dans ce contexte-là, on peut être amené à faire des dérivations d'estomie. Le cancer de la vulve et du vagin, c'est extrêmement rare. J'y reviendrai, je vais passer assez rapidement. C'est des cancers qui sont rares, qui sont également liés à l'HPV ou également à l'âge. Il faut l'évoquer devant des petites lésions qui persistent, devant des démangeaisons qui résistent à tous les traitements. Alors, paniquez pas si ça vous gratte, parce que c'est pas que ça, bien entendu. Mais en tout cas, voilà, des démangeaisons persistantes et résistantes au traitement doit être un point d'appel. Et la chirurgie, c'est la vulvectomie, donc c'est retirer les lésions externes avec éventuellement de la radiothérapie. Alors, ce postulat étant posé, on va faire un peu d'anatomie. Les organes, l'utérus, les ovaires, la vessie, le rectum sont des organes qui sont extrêmement proches d'un point de vue anatomique et donc ça va être important. Vous voyez ici une coupe normale de pelvis féminin et vous voyez que l'utérus est ici, là, en plein milieu, mais il est en contact extrêmement étroit avec la vessie en avant, donc l'urètre ici, et le côlon en arrière. Et pourquoi c'est important? Parce que dans ce type de cancer, que ce soit l'ovaire, que ce soit le vagin, la vulve, le col, leur mode de dissémination, au moment où ils vont commencer à grandir, ça va être de s'étendre en avant vers la vessie et en arrière vers le rectum. Et de nouveau, on réévoque maintenant l'intestin et vous commencez à faire le lien entre pourquoi est-ce qu'on parle d'intestin, pourquoi est-ce qu'on parle de dérivation dans les cancers gynéco. Voilà, on y vient, parce que c'est des organes qui sont extrêmement proches, les organes urinaires, les organes digestifs, et donc qui peuvent être touchés et qui peuvent donc être concernés par les dérivations. Alors une stomie, une poche, un anus artificiel, une dérivation digestive, tout ça sont des synonymes pour qui et pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on peut être amené, nous, gynécologues, à proposer une dérivation, une stomie à une de nos patientes? C'est quand on veut permettre de dériver les matières ou les urines vers l'extérieur. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de beaucoup d'intestin, et c'est comme ça qu'on le connaît le plus souvent, la stomie, par la stomie digestive, mais il existe également des stomies urinaires, j'en parle juste après. On fait ça quand on veut chanter, éviter une zone, parce qu'elle est bouchée. Vous avez un schéma à un côté, donc vous voyez le côlon, et puis vous avez la zone qui est en pointillé qu'on veut dériver, qu'on veut éviter, soit parce qu'elle est bouchée, ça peut être parce qu'il y a une occlusion, parce qu'il y a un cancer et que ça ne passe plus, donc on dérive les matières pour qu'elles sortent, parce que c'est de la plomberie, si ça sort pas, si c'est bouché, ça se dilate et est en occlusion. Donc il faut bien que s'il y a un obstacle, on dérive. C'est parce que ça peut être abîmé, il y a un trou, une péritonite, pour une raison ou pour une autre, et dans ces cas-là, on veut éviter de salir encore plus ou que les matières se fuitent par le trou, et donc on dérive. Et enfin, et quelque chose qui va beaucoup nous intéresser nous en gynéco, c'est pour cicatriser. C'est-à-dire que on va avoir enlevé un morceau d'intestin, on va l'avoir recousu, c'est encore une fois de la plomberie, vous enlevez un morceau, vous recousez parce qu'il est abîmé, parce qu'il est malade avec du cancer, des nodules, vous recousez les deux morceaux qui restent ensemble, mais si les matières passent sur cette couture, la cicatrisation peut être un petit peu plus difficile parce que ça va salir un petit peu la couture, la cicatrisation peut mal se faire et les matières fuir à l'extérieur par la cicatrice. C'est ce qu'on appelle une péritonite, du caca dans le ventre, des matières dans le ventre, et c'est vraiment pas agréable. Donc, parfois, pour protéger nos cicatrices, quand on a fait une cicatrice, on peut être amené à dériver juste en préventif. Alors, on revient sur les différents types de stomie. Une stomie peut être digestive ou urinaire. Dans les digestives, il y a celle
pour lesquelles on dérive le petit intestin, c'est ce qu'on appelle les iléostomies, c'est celles que vous avez au milieu. Elles sont un peu plus faciles à faire, à rétablir, mais le problème, c'est que comme elles surviennent un peu plus tôt dans le tube digestif, parce qu'il y a d'abord le petit intestin puis le gros intestin, et ben c'est des stomies, et notre collègue tout à l'heure nous en parlera probablement, qui, en fait, l'eau n'a pas le temps d'être réabsorbée, elle passe directement dans la stomie, et c'est des patients qui peuvent se déshydrater un peu plus facilement. Donc on évite dans la mesure du possible de les faire trop hautes, parce qu'il faut quand même que l'intestin puisse faire son travail de réabsorption, de digestion, et donc plus on peut faire la stomie basse, et mieux tout le monde se porte. Donc, dans l'idéal, il faut faire une colostomie, c'est-à-dire dériver le gros intestin. On fait ça dans la mesure du possible. Ça n'est pas toujours possible. Dire pourquoi on ne fait pas toujours une colostomie? Parce qu'on fait bien ce qu'on peut. Donc parfois, quand on peut, on fait la colostomie, et quand on ne peut pas, on fait l'idéo, mais il faut bien que ça fasse son travail. Et puis vous avez des stomies qui sont un peu plus rares, mais en gynéco on en a régulièrement, qui sont les stomies qui sont dites urinaires, c'est-à-dire qu'on doit enlever par exemple la vessie. Et dans ces cas-là, il faut pour que les urines, comme les matières, puissent s'évacuer. Et on les évacue, vous l'avez là, l'urostomie, on l'évacue par une poche qui est le même type de poche, en fait, exactement la même chose, sauf que les matières ne sont pas du caca, mais bien de l'urine. C'est ce qu'on appelle un briquaire, peut-être que vous avez entendu parler. Et puis parfois, on peut faire les deux. Typiquement, si je reviens sur mon schéma ici, quelqu'un qui aurait une tumeur qui envahirait en avant, en arrière, on peut être amené à enlever l'utérus, un morceau de la vessie, un morceau du rectum, et dans ces cas-là, avoir une double dérivation, à la fois urinaire et à la fois digestive. Alors, stomie et cancer gynéco, quand est-ce qu'on est amené à faire des stomies dans les cancers gynéco? C'est rare, d'accord. C'est quand même pas le plus courant. Et le plus souvent, c'est prévu et anticipé. Alors, il se trouve qu'on a eu un témoignage juste avant qui contredisait cette phrase. Mais normalement, on est censé prévenir les gens. On les prévient beaucoup. On les prévient en amont. Et c'est même au-delà de ça, c'est souvent pas sûr. C'est-à-dire que parfois, on ne sait pas encore. C'est typiquement dans le cancer de l'ovaire. On dit, voilà, il y a de la maladie sur votre intestin. Je vais être amené à enlever un morceau d'intestin. Je vais faire une couture. Et si la couture me paraît un peu limite, un peu pas très solide, je dériverai les matières le temps de la cicatrisation. Donc c'est pas sûr du tout, d'accord? Donc on est obligé de prévenir les gens en amont en leur disant, en fait, je vais pas pouvoir vous réveiller pendant que vous dormez pour vous dire si oui ou non je vous fais la dérivation. Donc je vous préviens maintenant, et puis on verra bien. Et dans 100% des cas, c'est la seule chose que retiennent les gens. C'est la première chose quand ils ouvrent des yeux après la chirurgie, c'est est-ce que j'ai une dérivation? Donc c'est vraiment quelque chose qui est, mais à juste titre, extrêmement craint et redouté, mais la plupart du temps, ça n'est pas du tout une certitude qu'on va la faire. Donc le premier cas, c'est pour protéger une couture sur l'intestin, et ça, c'est exactement la situation dont on nous parlait tout à l'heure. C'est une stomie qui est transitoire, qui va durer le temps de la cicatrisation. Généralement, on prend la fin de la chimiothérapie comme délai, et en fait, quand la chimiothérapie, la cicatrisation s'est faite, la stomie a fait son œuvre de protection et de dérivation des matières. On la referme, on rétablit la continuité, je vais vous montrer après, je vais vous expliquer après comment on fait, on rétablit la continuité et on reprend sa vie normale. Et puis il y a le deuxième cas, qui est le cas un petit peu plus compliqué, en particulier des récidives, c'est-à-dire dans des maladies qui reviennent après avoir été guéries une première fois, en particulier chez les patients qui ont eu de la radiothérapie. Pourquoi? Parce que la radiothérapie abîme énormément les tissus. Alors elle les sauve, donc je ne fais pas du tout la critique de la radiothérapie, bien au contraire, c'est un traitement qui est merveilleux, mais qui, quand on veut y retourner derrière, est toujours plus compliqué parce que ça abîme la microcirculation, etc. Et donc quand on veut réopérer derrière une radiothérapie, la cicatrisation se fait extrêmement mal, ça ne cicatrise pas, et donc parfois on peut être amené à faire une dérivation, et celle-là, elle est souvent définitive. Parce que là, ça cicatrisera jamais, il y a eu de la radiothérapie, et donc on ne peut pas se permettre de rétablir. Mais ça, c'est prévu, théoriquement. Donc bien entendu, j'ai un contre-exemple magnifique juste avant, mais normalement, c'est quelque chose qui est prévu, anticipé. Les stomies qui sont imprévues sont et doivent rester extrêmement rares. Ça résulte la plupart du temps d'une situation qui n'avait pas du tout été prévue ou anticipée, mais parce qu'on ne pouvait pas. Et c'est du sauvetage généralement, c'est la péritonite massive qu'on n'avait pas prévue, et donc il faut faire du sauvetage et dériver en urgence. Normalement, dans les stomies et les cancers gynéco, si
on connaît un peu, voilà, on a bien vu l'IRM, qu'on a bien anticipé, bien compris la maladie, on doit pouvoir prévenir les gens en amont et leur dire, soit c'est sûr, je vais faire une stomie parce que vous avez eu de la radiothérapie, je ne vois pas comment je peux faire d'autre, soit, dans le cas de l'ovaire par exemple, écoutez, je verrai bien quand j'y serai, si c'est possible, j'évite de la faire, mais si ça doit faciliter votre cicatrisation, je n'hésiterai pas, ne vous inquiétez pas, on rétablira derrière. Alors, ne vous inquiétez pas, vous doutez bien sûr que si, on s'inquiète, enfin les gens en tout cas, mais bon, en tout cas c'est transitoire et on insiste là-dessus. Alors comment est-ce qu'on se prépare à une stomie ? Donc, c'est ce que je vous dis, normalement, c'était prévu, donc c'est discuter avec le patient en amont, avec la patiente en amont, on explique ce que c'est, on explique si ça va être transitoire ou si c'est possiblement définitif, et ça, il faut bien entendu en parler avec les gens, on peut pas, c'est très difficile à vivre, et vous l'avez, je comprends largement si c'était pas prévu. On essaie de faire rencontrer au maximum les stomathérapeutes, donc qui sont les infirmières spécialistes des dérivations, pour montrer ce que c'est qu'une poche, pour expliquer, etc. La veille des interventions, on demande justement à la stomathérapeute de venir nous faire un petit point à l'endroit qui sera le plus pratique pour la patiente pour ensuite mettre la poche, l'appareiller pour les plis, pour marcher, pour se mouvoir dans la vie quotidienne. Avec une poche, ça s'anticipe en fonction du ventre, de la hauteur du nombril, etc., etc. Mais ça, je pense qu'on en reparlera. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais, dans tous les cas, c'est l'angoisse. Et dans tous les cas, c'est la seule chose que les gens retiennent, même quand c'est pas sûr. C'est vraiment, et comme en plus c'est pas sûr et la plupart du temps on ne le fait pas, les gens sont très contents. À la fin on dit finalement on l'a pas fait, je suis hyper content. Mais je dis mais c'était pas du tout sûr, mais bon en tout cas voilà. Bien entendu, et je m'en rends compte encore plus en entendant le témoignage avant moi, le mot d'ordre c'est d'anticiper et d'informer les gens. C'est sûr que je comprends mais 1000 fois le choc que ça peut être quand on n'a pas anticipé et quand on n'a pas préparé. Parce que finalement, c'est quelque chose, et vous l'avez très bien dit juste avant moi, qui se gère quand on est au courant, qui s'apprivoise, mais encore faut-il l'avoir prévu. Comment est-ce qu'on referme une stomie ? Alors, plutôt simplement, c'est ce qu'on appelle une voie d'abord directe, c'est-à-dire que en fait vous avez donc votre cicatrice de grande chirurgie et puis la petite poche, la petite rose comme vous l'avez appelée, qui est sur le côté, et en fait on reprend que la rose, c'est-à-dire qu'on réouvre pas le ventre, on réouvre juste, on sort l'intestin, on le reconnecte, on le remet à l'intérieur et on referme le trou. Donc ça fait, on a théoriquement, alors sauf parfois dans certains cas, mais théoriquement, on n'a pas besoin de reprendre la grande cicatrice qui avait été utilisée pour la chirurgie initiale. Et alors ensuite, vous l'avez bien mieux dit que moi, il faut reprendre le transit, c'est pas toujours simple, et là, je me suis pas du tout appesantie là-dessus, parce que je suis pas la spécialiste, c'est bien les gens qui l'ont vécu qui vous en parleront mieux que moi. Et donc en conclusion, qu'elle soit définitive ou transitoire, de toute façon, ça n'est absolument jamais anodin, et je pense qu'on prend le temps, j'espère qu'on prend suffisamment de temps pour expliquer à nos patientes de quoi il s'agit et quel est l'enjeu de tout ça, parce que l'important, c'est de comprendre pourquoi on l'a fait, pour mieux l'accepter et comprendre que nous n'avons pas d'autre solution et que nous non plus, on ne l'a pas fait de gaieté de cœur. Évidemment, il faut poser ces questions, que ce soit aux infirmières qui souvent s'y connaissent bien mieux et qui ont plus l'approche pragmatique que le chirurgien. Nous, on peut être très technique, mais pour le quotidien, qui de mieux qu'une infirmière qui en voit 20 par jour que elle. Et bien entendu, ça c'est important, c'est que les chirurgies de l'ovaire et les chirurgies de récidive de col et la chirurgie des cancers gynéco doit être fait en centre expert. L'ARS de toute façon maintenant a posé des seuils qui sont par exemple pour le cancer de l'ovaire à 20 cancers de l'ovaire par an, ce qui est vraiment pas beaucoup, mais le cancer de l'ovaire c'est rare, et un centre expert va en voir 20, vous voyez, mais parce que c'est justement pour éviter les stomies imprévues, anticiper les stomies, comprendre le dossier, savoir quand est-ce que ça va être nécessaire, pas nécessaire, savoir quand il faut renoncer et savoir quand c'est utile. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner, à poser vos questions. C'est vraiment, à mon avis, le nerf de la guerre. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, docteur, pour toutes ces explications extrêmement claires. On s'y retrouve un peu et on comprend en fait les enjeux, en fait, pourquoi vous êtes amené à faire ce geste, et je crois que c'est essentiel. Donc, bien sûr, on rappelle que ces explications seront en replay. Et en fait, on a une question autour d'une maladie qui est peut-être d'ailleurs très très rare, vous allez nous le dire, qui est le syndrome de Coden. Et du coup, au tout début, vous nous avez donné un petit peu les différents types de cancers gynéco, leur prévalence, leur prédisposition, etc. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu donc ce que c'est que le syndrome de Coden et l'âge moyen, tout ça, et s'il y a toujours une chirurgie hystérectomie qui est préventive dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les recommandations pour les personnes qui seraient concernées par cette situation?
Ah bah alors ça c'est très gentil pour la question piège. Le syndrome de Coden porte un autre nom, c'est la chaîne PCC dans mon souvenir. C'est les polypes coliques. D'accord. C'est plutôt comme ça qu'on la connaît. Désolée pour l'association des malades de Coden dont j'ai vu la présence ce soir. C'est extrêmement rare. C'est pas celles qui ont le plus de cancer d'utérus dans mon souvenir. Alors je suis vraiment pas spécialiste de la maladie de Coden, donc j'ai peur de dire des bêtises. Donc je vais me renseigner et puis je vous dirai après, d'accord? Parce que vraiment je pense que sinon je vais vous dire. On n'en voit vraiment pas souvent en gynéco. Donc je suis pas sûre que ce soit. Voilà, c'est plutôt une pathologie digestive le Coden. Et un peu le sein aussi. Ça favorise le cancer du sein. Ça, je sais, on en voit plus dans le sein. Très bien. Donc, désolée pour ma réponse vague. Non, mais en fait, ça aussi, c'est important de souligner que il faut peut-être du coup qu'on aura une autre réponse en distance. Si vous voulez, n'hésitez pas à quand vous aurez, on pourra le mettre dans le replay en complément en texte, par exemple le lien ou quelques informations spécifiques pour les personnes qui seraient concernées par ce rare risque gynéco dans ce syndrome très rare. Voilà. Mais en tout cas, on a donc bien compris là dans ces différentes formes de cancer gynéco, ça vous l'avez très bien rappelé, aussi l'utilité de la stomie. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de dire que c'est un outil qui est proposé pour aider la patiente, même si on a besoin de s'y préparer et de vivre avec. Alors, il y aura, donc s'il n'y a pas d'autres questions maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on passe la parole donc à Madame Cadoz, qui est donc stomathérapeute et qui, parce que dans la vraie vie, vous faites tous équipe, les médecins, les stomathérapeutes, les infirmières, pour épauler les patientes comme Corinne. Et donc, voilà, découvrir ce mot qu'on ne connaît pas forcément d'ailleurs avant d'être concerné. Donc, qui êtes-vous, que faites-vous et comment aidez-vous les patientes? Merci. Alors, merci. Donc, tout d'abord, je suis infirmière stomathérapeute depuis plus de 25 ans, en milieu hospitalier. Depuis 5 ans, j'appartiens à un prestataire de service. Enfin, je travaille pour un prestataire de service. Donc, mon rôle est un peu différent. Je suis plus dans le conseil que dans l'éducation même quand j'étais à l'hôpital. Élodie, dans le mois de mars, a fait une excellente et magnifique présentation sur le rôle de la stomathérapeute avant, comme l'a expliqué le docteur Lass dès l'annonce, pendant l'hospitalisation et après l'hospitalisation. Le rôle de la stomathérapeute a plusieurs facteurs. On a le facteur, on a le facteur de d'abord parler. On a un échange avec le malade sur sa vie en général. On doit lui amener par nos techniques un moyen de retrouver une vie, entre guillemets, le plus normale possible pour retrouver rapidement une vie familiale, sociale, professionnelle, malgré la maladie, malgré les traitements qui peuvent en découdre. On doit lui apprendre à vivre au mieux avec sa stomie, c'est-à-dire anticiper les risques de fuite. Une fuite peut arriver, des fuites répétées, ce n'est pas normal. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut revoir l'appareillage ou le soin. Après, on doit aider également le malade dans les différentes étapes du deuil. Là, on parle du cancer gynéco. Une femme qui va avoir une stomie sur une pathologie gynéco va avoir plusieurs deuils à faire. Elle n'a pas seulement le deuil de son image corporelle. Si on lui enlève l'utérus, elle a aussi, même si elle a 68 ans, certaines femmes ont du mal à vivre le deuil de ce que signifie l'utérus. Après, vous avez le deuil par rapport à la maladie. Comme l'a expliqué Corinne tout à l'heure, la colère. La colère, les gens veulent toujours savoir pourquoi eux. Et puis, ça dépend aussi du contexte familial. Des fois, on tombe sur des femmes qui sont en plein divorce ou qui n'ont pas eu d'enfants. Il y a plein de choses. Donc, vous pouvez avoir une femme qui fait 5 travails de deuil différents et qui ne sera pas forcément aux mêmes étapes à chaque fois. Donc, on va aborder plusieurs sujets. On va d'abord aborder les sujets d'hygiène, c'est-à-dire qu'il peut y prendre des douches, prendre des bains. C'est pas un soin, c'est pas un pansement, l'appareillage d'une stomie.
c'est un soin d'hygiène, donc il faut le rentrer dans la toilette du matin. Il y a effectivement différentes stomies, donc il va falloir adapter les soins en fonction de ces différentes stomies. Il va y avoir l'alimentation. Il y a l'alimentation suivant les stomies, mais l'alimentation, en gros, on va donner des astuces. On ne va pas interdire des aliments. On va donner des astuces aux malades pour vivre le mieux avec un équilibre dans le transit. Après, vous avez la famille. Il faut tenir compte de la famille. Des fois, vous avez un conjoint qui veut devenir un soignant, qui veut devenir la personne ressource. Donc, il faut l'aider à devenir la personne ressource tout en ayant l'accord du malade. Il ne faut pas que ça soit imposé au malade. Après, vous avez les loisirs. Vous avez des gens qui aiment aller au cinéma, aller au théâtre. L'astomie ne doit pas interdire aux gens d'aller au théâtre ou au cinéma. Pareil, voyager. Il y a des gens qui adorent voyager. Mis à part les périodes où il y a des traitements, l'astomie n'empêche pas de prendre l'avion, de prendre le train, de prendre la voiture. Et pour certains, de travailler. Bien sûr, il y a certaines stomies qui incitent les gens à prendre des arrêts de travail parce qu'il y a des traitements. Mais sur des stomies, comme disait le docteur Last tout à l'heure, définitifs, les gens peuvent continuer à travailler dans la possibilité que leur travail leur permette. Hein. Il y a des métiers qui ne permettent pas d'avoir une stomie non plus. Après, vous avez tout ce qui est sport. À part les sports de combat, un stomisé a le droit de faire du sport. Là, c'est l'été, beaucoup de malades nous ont demandé du matériel pour pouvoir aller à la plage, aller à la piscine. Donc, c'est notre rôle de leur dire que c'est possible, que c'est pas parce qu'ils ont une stomie qu'ils doivent rester reclus chez eux. Ils doivent pouvoir vivre. Même s'il y a des traitements, il y a des périodes où les traitements sont un petit peu en stand-by pour certains. Donc, ces gens ne doivent pas rester reclus chez eux. Ensuite, vous avez une stomie. Là, j'ai mis une stomie qui est pas moche, mais toutes les stomies ne sont pas comme ça. Vous avez des stomies qui sont invaginées, vous avez des stomies qui sont sténosées, qui ont déjà des complications post-op immédiat. Donc, chaque stomie a sa poche. C'est-à-dire que les établissements, malheureusement, ont des budgets, des partenariats avec des laboratoires et dans certains établissements, on n'a pas le choix dans le laboratoire. Mais quand il y a une stomathérapeute, la stomathérapeute, elle peut donner le choix au malade puisqu'en France, actuellement, il existe 6 laboratoires. Et dans ces 6 laboratoires, nous avons aussi bien du 1 pièce, du 2 pièces, du matériel plat, du matériel convexe et les accessoires. Tous ces produits doivent être accessibles aux malades. On ne doit pas mettre des poches vidables aux gens qui ont des colostomies s'ils ont un transit correct et que les gens ne veulent pas vider leur poche. On doit leur adapter la poche. Pareil, on ne doit pas mettre des ceintures à tout le monde, on ne doit pas mettre des anneaux à tout le monde, on ne doit pas donner de la poudre à tout le monde, ni mettre des renforts à tout le monde. C'est la stomie qui va dire les accessoires qui vont être nécessaires. Ensuite, vous avez les habitudes vestimentaires du malade. Corinne en a parlé tout à l'heure. Si vous avez une petite minette qui a l'habitude de mettre des robes cintrées près du corps, on ne va pas d'entrée de jeu lui proposer, si la stomie le permet, du matériel de pièces qui va être évidemment un petit peu plus visible sous les vêtements. On va diriger le malade vers du matériel 1 pièce. On va faire une présélection en accord avec le malade, suivant la stomie et les habitudes vestimentaires et de vie de la personne. Après, sur les stomies définitives, quand vous avez des colostomies, on peut proposer également des irrigations coliques aux malades. Donc ça, c'est quelque chose qu'on doit faire et qui permet aux malades de ne pas avoir de sel dans les poches, au moins pendant 24 à 48 heures. On doit adapter chaque situation à la stomie et à la personne qu'on a en face de soi. Les labos aujourd'hui se sont énormément améliorés. Vous avez des filtres à charbon, vous avez des accessoires chez tous les laboratoires. Vous avez des poches de couleur, vous avez des poches transparentes. Ça, c'est vraiment le choix du malade.
C'est pas la stomathérapeute ou l'infirmière de l'établissement qui va vivre avec la poche. C'est le malade. Donc, vous avez des malades en uro qui ne veulent pas de poche opaque parce qu'ils ont un besoin de voir l'urine ou de voir quand ils positionnent leur poche comment ça s'est posé. Donc, on doit s'adapter à chaque personne et à chaque stomie. Ensuite, là, moi, je suis passée du côté de la prestation. Donc, tout ce qui est éducation du malade à l'hôpital, c'est la stomathérapeute qui doit le faire. Nous, en tant que stomathérapeute chez un prestataire, on est en gros les yeux de la stomathérapeute au domicile du malade. Vous avez beaucoup de malades qui se retrouvent avec des problèmes d'appareillage quand ils rentrent chez eux, qui n'en avaient pas à l'hôpital. Et beaucoup vous disent, je comprends pas, à l'hôpital, ça ne fuyait pas. Oui, à l'hôpital, ça ne fuyait pas parce que les déplacements du malade étaient restreints. Les lits sont à la hauteur des gens, les fauteuils sont à la hauteur des gens. Et quand les gens rentrent chez eux, vous avez des canapés bas et vous vous apercevez que le malade a une position très arrondie et donc un pli s'est formé à ce moment-là au niveau de son appareillage qui favorise les fuites, ou qui va faire des positions en se baissant pour se coucher dans son lit, qui fait qu'effectivement, à ce moment-là, l'appareillage ne conviendra plus. Donc, le malade, nous, on le rencontre en général à l'hôpital, où on va prendre un premier contact. Les infos médicales, on ne les a pas toujours, nous. On a ce que veut bien nous dire la stomathérapeute et ce que le malade veut bien nous dire. Mais ça ne doit pas nous empêcher d'aider le malade dans l'appareillage. C'est-à-dire qu'on va d'abord se présenter, expliquer qu'on est un peu les yeux de la stomathérapeute à la maison, que nous, on a d'autres moyens de joindre les stomathérapeutes. Donc, quand ils nous envoient une photo de leur stomie, nous, on a moyen de la transférer à la stomathérapeute, pour certaines, même quand elles sont en vacances ou en week-end. Mais également, on va aller former leurs infirmières libérales. Malheureusement, vous avez des infirmières libérales qui envoient peu ou qui ne sont pas très fans de ce genre de soins. Donc, on va aller les aider. Soit elles connaissent pas le matériel, donc on va leur apprendre à utiliser ce matériel. Donc, on va les guider dans le soin. Et on va les aider également quand il y a des problèmes de peau, quand la peau est abîmée. Ne pas mettre forcément tous les accessoires, mais adapter l'accessoire à la situation. Et dans tous les cas, on fera un retour à l'établissement pour que l'établissement connaisse la situation actuelle du malade. Ensuite, vous avez les familles. Vous avez, quand vous allez chez les gens, on va dans leur milieu. Donc, les gens, des fois, osent dire des choses qu'ils ne disent pas à l'hôpital parce qu'on est chez eux. Ce n'est plus lui qui est visiteur, c'est nous qui sommes le visiteur. Donc, on va découvrir des choses au domicile que l'infirmière stomathérapeute ou l'infirmière référente de l'établissement n'est pas forcément au courant parce que les gens n'en ont pas parlé. Il ne faut pas oublier qu'à l'hôpital, on donne beaucoup d'informations aux malades et dans tous les cas, comme on dit toujours, trop d'informations tue l'information. C'est-à-dire que le malade va retenir 10% chaque jour des informations qu'on va lui donner. Donc, notre rôle, nous, c'est de réévaluer les informations dont le malade a besoin. On parlait de l'alimentation. Nous, quand on va chez un malade pour faire une livraison ou quand un malade nous appelle en nous disant on a un problème, on revoit les boissons pour éviter effectivement les déshydratations, les prises de médicaments, si les antidiarrhéiques sont pris correctement, parce que sur les iléos, on ne prend pas un antidiarrhéique comme on prend un médicament sur une colo. Si les boissons sont bien adaptées. Quand un malade a de la Vichy Saint-Yor de demander à l'hôpital, on s'aperçoit à la maison que finalement c'est la Badois qui a été achetée. Et on explique aux gens pourquoi c'est la Saint-Yor et pas la Badois. Que l'apport de la Saint-Yor va épaissir les selles et c'est le but qui est recherché. Ensuite, vous avez tout ce qui est peau abîmée. Quand on va avoir une indication de la stomathérapeute qui dit finalement on va changer d'appareillage, on va mettre ça, on va mettre de la poudre,
on va mettre une ceinture, un convexe ou autre. Notre rôle, c'est d'aller voir au domicile du malade que c'est adapté, que c'est bien suivi et que ça règle le problème du malade. Une surconsommation de matériel, c'est qu'il y a un problème. Une sous-consommation de matériel, il y a également un problème. Donc ça, c'est notre rôle. En gros, on est les yeux de l'hôpital au domicile du malade. Mais on va faire toujours un suivi au prescripteur. Même si on est dans un établissement où il n'y a pas de stomathérapeute, on doit faire un retour au chirurgien, où vous avez toujours dans un service de chirurgie des infirmières ou une cadre qui s'intéressent un peu plus à ce genre de pathologie, qui aiment bien les stomies et qui aiment bien qu'on leur fasse un retour. On fait un retour écrit, on fait des retours oraux et surtout, on fait des photos. Les photos vont parler tout de suite au prescripteur du problème, plus que du discours. Mais on va également faire un suivi dans le matériel, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le malade ne transforme pas sa maison en pharmacie et ne va pas aller acheter, par exemple, vous avez beaucoup d'infirmières libérales qui demandent des renforts à tout va, alors que le malade n'a pas de fuite. Les renforts n'ont pas lieu d'être. Ou le malade, il a des fuites, on demande des renforts. Mais avant de mettre des renforts, il faut comprendre pourquoi il y a une fuite. Les renforts n'empêchent pas la fuite. Les renforts, dans certains cas, peuvent retarder le moment où on s'aperçoit de la fuite. Donc ça, c'est notre rôle en tant que stomathérapeute au domicile du malade. J'ai pas trop développé tout le reste parce qu'Élodie a fait une magnifique présentation au mois de mars qui est un complément d'information du docteur Lass et ce dont j'ai parlé. Et comme on a très peu de temps, c'est un petit peu juste. Dans tous les cas, les malades, depuis quelques années, l'HAS a reconnu que tout malade stomisé doit, dans son parcours, rencontrer une stomathérapeute. Malheureusement, il n'y en a pas partout. Les stomathérapeutes dans le privé n'ont souvent pas le droit de voir les malades qui ont été opérés ailleurs, parce qu'ils ont des contrats complètement différents. Mais si un malade a été opéré dans un établissement où il n'y a pas de stomathérapeute, il a le droit d'aller voir une stomathérapeute dans un établissement public. Également, en aucun cas, la stomathérapeute ne le montrera à ses chirurgiens. C'est une consultation d'infirmière et si un stomathérapeute doit en rapporter quelque chose, elle en rapportera au chirurgien du malade. Et dans tous les cas, la stomathérapeute doit aider la personne à trouver le meilleur appareillage possible pour vivre le mieux possible, lui et son entourage. Voilà. Merci beaucoup, Madame Cadeau, pour cette explication de la prise en charge à domicile. Et alors, on a Danielle qui nous dit que elle est un peu justement perdue puisqu'elle est à domicile. Alors, en termes de matériel et aussi d'accompagnement, est-ce qu'il y a des réseaux fiables qu'on peut contacter, sur lesquels elle pourrait s'appuyer et qu'on pourrait, alors Madame Cadeau, Madame Lass aussi, si vous avez bien sûr des réseaux de stomathérapeutes libérales ou à nous conseiller. Des libérales, il y en a très très peu, pour la simple et bonne raison que l'État n'a pas fait en sorte que ça soit reconnu en externe. Donc c'est du temps, c'est énormément de temps chez les gens stomisés et pour un tarif qui est très très bas. Donc très peu de stomathérapeutes sont en libéral. La majorité des stomathérapeutes sont dans le milieu médical, hospitalier, privé ou public, ou chez les prestataires. Et du coup, dans la pratique, est-ce qu'il peut y avoir des consultations externes? Vous voyez, si là on a donc Daniel qui, dans son hôpital, la personne est en arrêt maternité. Du coup, on fait comment? Parce que pendant ce temps-là, on a des soucis, on est à domicile avec
des fuites, des Elle peut aller difficultés, voir des une attentes fortes. stomathérapeute d'un autre établissement, ou si elle a un prestataire qui a une stomathérapeute, le prestataire peut aller voir déjà ce qui se passe. Et même si la stomathérapeute est en congé maternité, il y aura un retour à l'établissement. D'accord, donc en fait, parce que ça c'est important, je vois qu'il y a Cyril qui est là avec nous ce soir aussi, qui est co-responsable de mon réseau cancer colorectal et qui avait participé donc à l'autre webconférence que vous citiez. J'ai mis le replay dans la conversation, donc vous pourrez retrouver la présentation d'Élodie, qui est infirmière stomathérapeute à l'Institut Curie et qui effectivement avait apporté d'autres types d'informations tout à fait complémentaires des vôtres ce soir. Et du coup, on ne sait pas forcément en tant que patient qu'on a la possibilité en fait de poser la question ou d'adresser cette question ou rechercher une autre personne stomathérapeute en toute confiance. Est-ce que c'est quelque chose, par exemple, même au niveau des médecins que vous pouvez donner comme info, ou comment ça marche, par exemple, pour Nous, on le donne quand on va on démarche dans un hôpital pour se présenter, pour expliquer ce qu'est une société, notre société. On explique bien qui on est, notre rôle. En aucun cas, on est là pour se substituer aux stomathérapeutes des établissements. Au contraire, on est là pour apporter d'autres regards extérieurs. Moi qui ai eu les deux casquettes, je vois des choses aujourd'hui que je ne voyais pas quand j'étais stomathérapeute à l'hôpital, puisque je ne voyais pas le domicile des malades. Et puis vous avez des malades des fois qui vous disent, on a eu le cas il n'y a pas tellement longtemps avec Célia qui a appelé un malade qui lui a dit j'ai pas de problème, et moi j'avais des SMS comme quoi il avait des fuites. Donc c'était pas cohérent avec ce qu'il disait à sa stomathérapeute. Donc nous, notre rôle, c'est d'en faire un retour. S'il a des fuites, il nous redemande des supports, c'est qu'il y a un problème. Donc normalement, les stomathérapeutes, quand elles partent en congé, doivent donner des infos qui disent où le malade peut s'adresser pendant leur absence. Docteur Lass, vous, est-ce que vous avez déjà eu à faire face à justement un manque de est-ce que vous pouvez vous appuyer sur des réseaux? Est-ce que vous pouvez nous en Moi, je pense que je vais pas être un bon exemple, je le disais un peu dans les commentaires, mais c'est vrai qu'on a une vision très parisiano-centrée de la chose, et qui est très clairement probablement pas le reflet de ce que vivent les gens. En plus, moi, je travaille avec Élodie, donc j'ai encore moins j'ai encore plus de chance. Et c'est vraiment ma référente. J'ai des patientes qui viennent de loin, et en fait elles se déplacent, elles viennent voir Élodie, et donc je me repose beaucoup sur elle en fait, comme beaucoup de médecins d'ailleurs, parce que c'est quelque chose à part entière, c'est une spécialité à part entière. Nous, il faut qu'on les fasse. Notre boulot, c'est de les faire bien pour que l'appareillage soit simple. Mais après, c'est vrai que dès qu'il y a un problème, ça fuit, c'est irrité. Moi, j'appelle Élodie, je le dis. Alors, on a une question très pratique de Cyril qui nous dit comment faire avec une stomie périnéale qui ne supporte pas ce genre de matériel lorsque les fournisseurs arrêtent la fabrication des bouchons de stomie. Alors, hyper pratique. Ça, c'est le grand dilemme de l'année. C'est le grand dilemme de l'année, malheureusement. Surtout qu'on n'a pas vraiment d'explication sur ce laboratoire qui explique l'arrêt. Il y a plus ou moins 2 versions. On espère qu'il va y avoir une solution dans les mois à venir. Parce qu'effectivement, on apporte une qualité de vie aux malades avec des produits qu'on leur enlève aujourd'hui. D'ailleurs, sur TikTok, il y a un petit jeune qui a fait une très chouette intervention en montrant son bouchon péristomial et qui explique, on m'enlève ma qualité de vie. C'est pareil pour les bouchons anal. On espère que dans les mois à venir, d'autres solutions vont arriver. Pour l'instant, malheureusement, c'était un labo qui avait un peu une exclusivité, hélas, et qui fait le tort des malades derrière.
Donc il faut peut-être se mobiliser avec les autres associations donc concernées par les stomies, parce que c'est aussi quelque chose qu'on voudrait souligner ce soir. Vous voyez que donc Cyril est là de mon réseau cancer colorectal, on a avec Corinne de mon réseau cancer gynéco à qui on va redonner la parole d'ailleurs. C'est que finalement la stomie c'est une solution proposée à un problème de chirurgie, et donc ça concerne pas qu'une maladie. Donc, en fait, on a des personnes qui peuvent avoir des maladies autres que le cancer, d'ailleurs, qui sont concernées par les stomies. Et on vous partagera tout à l'heure une série, voilà. Et il y a aussi tout prochainement une journée, on mettra le lien tout à l'heure, je le rajouterai, de l'Union des stomisés. Donc, s'il y a des mobilisations, on pourra proposer aux patients partenaires, patients experts, aux différentes associations, de porter aussi ces questions, parce que la qualité de vie des patients, quand on est concerné par ces problématiques, c'est majeur, et c'est vraiment trop dommage de pas soutenir un matériel s'il est adapté. Donc je propose qu'on fasse une petite pause dans les questions pour redonner la parole à Corinne, qui va à la suite de ces différentes présentations apporter son éclairage aussi ce soir. Merci pour vos interventions. Docteur Lass et Madame Cadot, franchement, j'ai appris encore des choses. C'est incroyable. Comme quoi, il faut toujours en apprendre. Donc tout ça, c'était juste pour finir un peu ce rendez-vous, pour vous parler un peu de choses un peu légères. Hein. C'était ce que moi j'avais vu plutôt le côté agréable et qui m'a fait du bien. Donc c'est pour ça que je voulais vous le partager. Et je veux aussi vous dire que tout ce que j'ai appris concernant mon expérience, mais les expériences d'autres patientes que je connais qui m'ont expliqué aussi, parce que j'ai posé des questions aux patientes, mais maintenant je pose des questions et je remonte les informations aussi aux soignants et même à mon chirurgien. Entre autres, c'était le conseil de donner une ordonnance aux patientes qui ont eu des stomies pour aller voir une kiné pour faire du massage intestinal. Donc il y a pas mal de choses que je remonte. En fait, je sers un peu d'intermédiaire comme patiente partenaire entre les soignants et les patientes. Et donc l'idée c'est de transmettre. Et entre autres aussi, j'ai participé à une quinzaine d'enregistrements organisés aussi par Cyril. Bravo Cyril d'ailleurs. Ça s'appelle Ma vie avec la stomie. Et vous pouvez le consulter sur YouTube. Je fais un peu de pub en passant. Et donc pour vous dire que voilà, il y a des moyens aussi d'expliquer les choses on a traversées et les améliorations qu'on a trouvées puisqu'on est un petit peu obsédé par ça. Donc je vais essayer d'aller un peu plus vite que prévu parce que là on a dépassé un petit peu. Mais bon, on a tellement de choses à dire, hein, Madame Cadot. Je suis d'accord avec vous. On pourrait en parler des heures. Ce que vous avez dit, c'était vraiment très intéressant aussi. Donc je vais vous faire défiler un peu. Ça fait partie des choses qui m'ont complètement bouleversée et qui sont restées un peu dans ma mémoire. Alors ça, cette première image, vous allez dire qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors je vous explique. En fait, je crée beaucoup de choses moi-même. Et là, c'est des savons que j'ai fait à partir de produits naturels, de 3 produits naturels à base de vanille. D'accord? Donc c'est une couleur claire. Et en fait, c'est pour rappeler l'histoire, c'est quand l'infirmière était allée se laver les mains dans ma salle de bain et qu'elle avait vu mes savons, elle a dit oh, Corinne, ta stomie elle ressemble au savon que tu as fait. C'est incroyable. Et ça, c'est ça qui m'a fait comprendre. Elle m'a dit ta stomie, en fait, c'est comme une rose. Et là, ça m'a complètement libérée de ces angoisses du côté néfaste de voir le caca qui sort dans la poche, c'était dégoûtant. Et quand j'ai eu ça, en fait, ça a cassé toutes les images négatives que j'avais en tête. Donc c'était surtout à la limite juste pour ça que je voulais faire une présentation, mais sinon pour le reste, juste pour vous reprendre certains points qui ont été importants pour moi. La première poche que j'ai mis, donc je me fais un peu de pub aussi pour le prestataire. J'ai eu deux prestataires qui sont venus, qui m'ont bien expliqué, qui ont été des gens merveilleux, avec ma stomathérapeute. Donc j'ai aussi dans le stand de Madame Cadot. Ma fille a dormi avec moi à l'hôpital, donc c'était un petit clin d'œil pour ma grande fille. Alors toutes les infos, donc j'ai cherché des infos. Donc il y a eu le guide Hollister qui m'a beaucoup aidé parce que c'était léger aussi, ça m'a fait du bien. La partie changement alimentaire, alors c'est en anglais, donc je l'ai pas mis en grand écran. C'est en anglais, mais bon, je parle anglais, donc je m'en suis inspirée aussi pour changer mon alimentation, pour tester des nouveaux aliments, comme je vous disais tout à l'heure. Et aussi, j'ai voulu voir aussi le côté esthétique des poches, puisque j'avais une amie à cette époque qui avait une stomie
définitive. Et elle m'avait dit, elle était très fière, elle avait sa stomie qui pendouillait et puis elle changeait tout le temps de poche. Et je disais, ah oui, mais qu'est-ce que c'est que ton truc? Bah attends, elle est trop belle ma stomie, t'as vu? Et voilà, ça devenait un peu des choses un peu agréables à échanger. Ça a cassé un peu mon stress par rapport à ça. Et alors, quand j'étais à l'hôpital, bon, ça, c'était tous les petits cadeaux que j'ai eus. Et le cadeau en bas à droite, bon, bah, ça est parti de donc la personne dont je vous parlais précédemment. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et je me suis, malgré tout, malgré ce stress, j'ai réussi à me reconcentrer dans la lecture, chose qui n'était pas du tout évident quand on est stressé. On n'arrive pas à se concentrer. Et ça, c'était avant la remise en continuité. J'avais mis, ça, c'était une petite blague. J'avais mis un petit mot sur la poche. J'avais mis merci pour ma guérison, entre guillemets. Et donc, j'avais mis ça et je me suis dit, ils vont rigoler quand ils vont m'opérer. Et en effet, le chirurgien m'a dit après, vous m'avez fait une petite blague et je vous remercie pour votre petit mot. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, ça me fait tellement plaisir. C'est vrai que quand je crée mes savons, je me dis, ah, ça me rappelle quand même la stomie. Donc je reviens un petit peu en arrière, mais quelque part, je me dis, c'était aussi beau que ça. Et donc, ça m'a permis de l'accepter, autant la stomie, la remise en continuité, mes cicatrices et les conséquences qui peuvent être aussi négatives sur les intestins, du type occlusion par exemple, diarrhée inopinée comme j'ai régulièrement. Mais je peux vous dire que malgré tout, j'ai toujours cette image en tête et ce qui m'a beaucoup aidé dans ce chemin. Donc, merci à vous d'avoir été présente. Merci au Dr Latz, franchement. Vous êtes génial, vous m'avez appris beaucoup de choses, Madame Cadeau aussi, et puis j'espère en tout cas avoir été utile pour les patientes qui sont connectées et les patients, parce qu'il y a des hommes, donc contente. Et peut-être qu'on vous refera un autre rendez-vous avec des choses plus précises. Parce que c'est vrai qu'on pourrait détailler les choses et parler aussi des cancers, c'était important. Vraiment, j'ai adoré vos interventions. Merci beaucoup. Alors, merci à toutes, effectivement. On a pas mal évoqué un webconférence qu'on a fait en mars, dans le cadre de Mars Bleu, qui n'avait pas tout à fait le même angle, justement, parce qu'on essaie d'être complémentaires. Donc, n'hésitez pas à aller la regarder. Elle était très pratique sur, justement, comment la toilette autour de la stomie, tout ce qui peut être aussi des trucs et astuces quand on a des irritations, etc. Donc, vraiment, je vous conseille d'aller la regarder, elle est très très complémentaire de vos interventions et c'est ça qu'on recherche aussi, c'est de ne pas dupliquer les choses d'un réseau à un autre, mais plutôt de profiter des expériences des uns et des autres. C'est pour ça que Cyril justement est là de mon réseau cancer colorectal. Laure, je crois aussi que tu voulais parler de 2 marches. Alors oui, alors c'est donc merci pour tout ça, tous ces replays. Donc le rendez-vous que Cyril met à l'instant, c'est la journée des stomisés sans frontières. Donc pour toutes les personnes concernées, n'hésitez pas, il y a donc des interventions très intéressantes. Et donc à l'occasion de Septembre Turquoise, nous on voulait mettre en valeur 2 événements exceptionnel. Nous avons en fait une patiente de mon réseau cancer gynéco qui vit en Normandie, à Bagnoles-de-l'Orne, et qui a décidé de booster toute sa petite ville en turquoise. Et donc le week-end, enfin le 24 septembre, il y aura une marche turquoise. Donc on est plusieurs de l'association à voyager jusqu'à la Normandie et puis il y a déjà plus d'une centaine de personnes qui sont inscrites et ce qui est formidable c'est qu'elle est allée voir tout le monde, les supermarchés, le pharmacien, toutes les boutiques. Donc en fait il y a plein de vitrines en turquoise, donc nous on est très très contents parce que c'est vrai que Septembre Turquoise on n'en parle pas tant que ça et alors elle est pleine d'une énergie folle, donc c'est formidable. Et puis, donc, mon réseau cancer gynéco, vous le savez peut-être, c'est accessible de n'importe où, quel que soit le lieu de soins, le lieu de vie. Et on avait à cœur aussi de proposer un événement qui soit donc accessible à tout le monde, de toute la France, mais j'allais dire du monde entier en fait. Et c'est une marche, on a décidé de faire une marche de sensibilisation au cancer féminin qui va faire le pont entre septembre et octobre. En se disant que finalement, on est des femmes, que par exemple, vous avez rappelé, docteur Lass, que le cancer de l'endomètre, c'est le plus fréquent des cancers gynéco. Si vous demandez à la plupart des femmes, personne ne le connaît, ce cancer. Et donc, en fait, on s'est dit que c'était une marche pour déjà se bouger, parce que ça fait du bien à tout le monde. Donc, ça peut être ouvert aux patients, mais aussi aux proches, aux soignants, aux collègues, aux amis, aux jeunes.
On va parler de sensibilisation parce que la prévention, la vaccination, c'est essentiel. Connaître les signes, les symptômes d'alerte, ce que toutes les femmes devraient savoir, c'est utile. C'est utile pour les femmes et c'est utile pour leurs compagnons parce que souvent, ce sont parfois des proches qui peuvent alerter de quelque chose qui change ou qui est un peu bizarre et qui doivent se dire mais tu devrais consulter. Donc c'est important qu'on soit tous au courant. Et voilà, donc cette marche, c'est une marche avec Kipling, donc c'est une petite application, on crée des équipes, on marche, on joue et il y aura des petits quiz. Voilà, donc n'hésitez pas à participer, c'est ouvert à tout le monde et on peut s'inscrire dès maintenant et ça démarrera la marche des cancers féminins, la marche des Èves, on l'a appelée la marche des Èves, en clin d'œil d'ailleurs à Julie Pietri et la fameuse chanson Ève, lève-toi, puisqu'en fait Julie Pietri, une des premières personnalités touchées par un cancer gynéco, un cancer de l'endomètre, qui a décidé de devenir publique sur cette maladie pour justement que les femmes soient plus au courant, plus sensibilisées et voilà, c'est approché justement de l'Institut Curie pour communiquer plus largement sur ces cancers gynéco. Donc merci à vous les médecins, soignants, de nous accompagner au quotidien. Merci pour tous les conseils apportés ce soir dans les replays et on remettra, donc tout ça sera en ligne très prochainement. Et puis on vous donne rendez-vous également dès jeudi. En fait, on a il y a donc les prochains rendez-vous qui sont que vous pouvez retrouver donc sur mon réseau Cancer Gynéco, les réseaux sociaux de 10 mois santé et mon réseau Cancer Gynéco sur différentes thématiques. Donc n'hésitez pas à suivre la série. Et merci beaucoup Corinne pour j'allais dire ton témoignage parce qu'on a aussi à cœur de parler vrai, de parler patient, d'être proche du vécu des unes et des autres. Et donc, on va parler des innovations, des essais cliniques, on va parler d'intimité, de sexualité, avec les résultats d'une grande enquête très attendue sur ce sujet très tabou. Parce que quand on a des grosses chirurgies, des radiothérapies au niveau gynécologique, c'est pas très simple tout ça et on a besoin d'être mieux accompagné. Voilà, donc n'hésitez pas à suivre ce programme ou à le retrouver en replay. Très bonne soirée. Et on a aussi une webconférence sur la prévention qui est très importante. Le docteur Lass en a parlé. Mais voilà, donc je vous donne rendez-vous pour ces 3 prochains rendez-vous. Docteur Lass, est-ce que vous voulez dire un petit mot avant de conclure? Je voulais vous remercier et remercier Sylvie et Corinne en particulier pour ces témoignages qu'on n'a pas l'habitude d'entendre et qui nous font quand même évoluer. Donc merci à tous. Et même cadeau, est-ce que... Merci à vous de m'avoir demandé d'être là aujourd'hui et d'avoir pu parler des 2 casquettes que j'ai eues en tant que stomathérapeute. Parfait, merci beaucoup. Corinne, à très bientôt. Est-ce que tu avais un peu conclu la webconférence? Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Oui, j'avais un peu conclu. C'était pour aller un peu vite parce qu'on avait débordé le créneau, c'est pour ça. Mais je voulais juste être contente qu'il y ait pas mal d'actions pendant septembre turquoise, parce qu'on parle aussi de septembre en or, et ce que je comprends tout à fait. Mais septembre turquoise, nous, on est un peu mis à l'écart et encore tabou. C'est des cancers tabous et liés à l'intimité. Donc, c'est vrai que c'est complexe pour nous d'en parler et on n'est pas toujours écouté. Et, même des personnes qui sont intéressées n'osent pas trop poser les questions. Donc moi, je suis un peu là aussi pour casser les tabous et puis dire les choses comme elles sont. Et en tout cas, merci à tous et je vous souhaite à tous une bonne soirée à tous et à toutes. Bonne soirée à toutes et tous. Bonne soirée. Pour recevoir un questionnaire, n'hésitez pas à nous mettre des sujets que vous souhaiteriez voir abordés.